Bonjour et bienvenue dans l'Instant T, votre quotidienne qui décrypte l'actu du Finistère. Des histoires pour les enfants traduites en langue régionale sur vos tablettes numériques. C'est le concept développé par la brestoise Sylvie Brunard. Bonjour Sylvie. Bonjour. Alors vous êtes donc la créatrice de Numéribule. À qui s'adresse votre belle idée? Elle s'adresse en particulier aux enfants de 2 à 11 ans, notamment ceux qui sont en classe bilingue, mais pas que. Voilà. Vous nous en direz plus tout à l'heure. En plateau également Ludovic Jean. Bonjour Ludovic. Bonjour Pauline. Et puis avec vous, on fait le point sur l'actu sportive tout à l'heure. Et on reviendra notamment sur le beau week-end de cyclisme en Bretagne. On parlera du match de l'équipe de France féminine. Ce sera dimanche à la Brest Arena. Et puis un mot sur la départ de la solitaire du Figaro. Merci, ce sera tout à l'heure dans l'Instant Sport. Et puis Julie Sicot, bonjour Julie. Bonjour Pauline. Aujourd'hui, vous avez suivi le ministre de l'Agriculture, Stéphane Le Foll, qui était dans le Finistère. Oui. Enfin, suivre est un bien grand mot, Pauline, parce que sa visite s'est faite au pas de course, une opération de communication. Vous vous en doutez, Pauline. Il venait pour marquer les 3 ans du redressement judiciaire de l'entreprise Doux. Alors, première étape de son périple, justement, Châteaulin. Le matin, à l'entreprise Doux, le titre de la visite trouvé par la communication de l'entreprise Doux. 3 ans après, il a ensuite déjeuné avec des représentants de la FDSEA et des GIA, les syndicats agricoles, mais aussi des élus. À l'issue de ce déjeuner, il a été pris à partie par des agriculteurs, un échange intense. On se rappelle qu'il y a quelques jours, à la fin de la semaine dernière, des agriculteurs FDSEA et GIA avaient bloqué l'Ascar-Nord à Landerneau, puis direction Morlaix, après tout ça, à la CCI, où il a été là aussi accueilli par des agriculteurs et des tracteurs de manière plus calme cette fois. Il y avait aussi des opposants au projet de traité transatlantique, le projet TAFTA. À Morlaix, il est pour dialoguer avec des représentants de Tilly Sapco. Il y avait aussi sur place les actionnaires, les sociétés MS Food et Allmix, mais aussi la CCI. Et autour de la table également les élus locaux, les représentants syndicaux. Agnès Lebrun, maire, les Républicains de Morlaix, avaient décidé de ne pas venir. Et enfin, 3e et dernière étape, Pauline Plouganou. Vous voyez, c'est un joli tour qu'a fait le ministre. Il s'est rendu sur l'entreprise Primel Gastronomie qui appartient au groupe SIL et il a redécollé de Brest à 17h20. Oui, un joli tour au pas de course, Julie, effectivement. Alors, Doux et Tilly Sapco sont des entreprises qui ont été en difficulté. Comment elles se portent aujourd'hui? Alors pour Doux, Pauline, tout va pour le mieux. Enfin, c'est ce qu'on nous dit en tout cas. Après des mois de lutte, près de 1000 emplois perdus. Aujourd'hui, ce sont près de 510 000 volailles qui sont abattues sur le site de Châteaulin en 20 heures seulement. Nadine Ourmand, syndicaliste FO, que l'on a vu à de nombreuses reprises dans les médias, on l'a contactée et elle nous disait justement que le site tourne à fond, qu'ils sont au taquet, je reprends son terme. Doux emploie aujourd'hui près de 2200 personnes, dont 1700 en CDI. Alors à Tilly Sapco, après une centaine de personnes licenciées ces derniers mois, aujourd'hui, la situation semble s'améliorer. Merci Julie, on va tout de suite regarder votre reportage. 300 000 poulets abattus par semaine. Depuis mars, le redémarrage de l'entreprise Tilly Sapco à Guerlesquin se fait doucement, mais sûrement. La grande attente des syndicats et du personnel à présent, ce sont les investissements. Ce que l'on veut avant toute chose, c'est que les investissements soient faits pour que des alternatives puissent être proposées en cas de défaillance monétaire, puisqu'on sait que c'est la parité monétaire qui a fait que ça a chuté, et aussi les Brésiliens qui maintiennent voilà, ils font un peu la pluie et le beau temps sur les prix de marché. Donc tant que cette perspective-là existe, c'est très bien. Pour autant, il faut que les alternatives qui ont été proposées lors du rachat par Tilly Sapco Bretagne soient engagées. Des perspectives portées par l'innovation et notamment un poulet sans antibiotiques et nourri avec de l'algue, des produits qui commencent à sortir de l'entreprise. Ces investissements sont portés par les 3 actionnaires, les sociétés Allmix et MS Food et la CCI de Morlaix. Maintenant, il faut préparer l'avenir. Et l'avenir, ça va être effectivement mettre en place des filières premium, ce qu'on appelle premium, c'est-à-dire plus de qualité. Et donc là, il reste des choses à bâtir. Mais bon, moi, ce que je pense, c'est que tout le monde dans un esprit constructif, coopératif pour travailler ensemble. On est vraiment intéressé par le savoir-faire français. Les produits fabriqués ici sont de grande qualité. La compétitivité est possible, bien sûr, mais elle demande du travail. Stéphane Le Foll, en visite ce lundi, a affirmé le soutien de l'État pour cette filière avicole et notamment Tilly Sapco, grâce à une mesure lancée par le ministère de l'Économie et des Finances en début d'année. Bien sûr, l'entreprise Tilly Sapco est bénéficiaire de ce suramortissement, qui est une manière de diminuer
la fiscalité qui pèse sur l'entreprise, à condition qu'elle investisse. Tili-Sapco a envie d'investir, donc au mois de juillet, on fera le point, et avec les établissements financiers, pour mettre en place le projet Tili-Sapco. Un redémarrage en bonne voie. Les actionnaires lancent même un appel. Il leur manque des poulets pour remplir l'abattoir. Merci beaucoup, Julie, pour ces explications. Le cochon en fête ce week-end à Quimper. La deuxième étape de la Pig Parade a rassemblé plusieurs centaines de personnes, mais cette opération séduction ne fait pas l'unanimité, comme l'explique Camille Pochet. Grillé, bien vivant ou encore sculpté et peint, le cochon est présent sous toutes ses formes. Et le ton est donné à Quimper pour la deuxième étape de la Pig Parade, événement régional. C'est une bonne idée parce que ça fait partie de l'élevage local. Le cochon, c'est breton. L'exposition de cochons devant la cathédrale Saint-Corentin est financée par des mécènes éleveurs porcins. Donc, mécène pour la Pig Parade, c'est financer en fait la sculpture en béton qui a servi de support pour un artiste. Celle qui est derrière moi, c'est ma sculpture. Alors en fait, on voulait rester en lien avec le secteur d'ici, donc le pays bigoudin dont je suis originaire. Voilà pourquoi les motifs sont plus bretons et bigoudins. Et la couleur, c'était par rapport à la société ENAF, car je livre mes cochons à cette société pour la fabrication du pâté et des saucisses. Pourtant, la Pig Parade connaît aussi des opposants. Ils étaient une trentaine réunis ce samedi matin. On s'entende bien, nous on n'est pas opposants aux agriculteurs. On a des amis qui sont agriculteurs, on est opposant à un modèle de production agricole. Et je pense que le Finistère subit aussi les nuisances de ce type d'agriculture intensive et qu'il serait temps de se reconvertir. L'appellation culturelle de la manifestation dérange. Ah oui, l'appellation culturelle pose problème, mais bon là c'est plutôt les principaux intéressés sont les artistes qui se sont livrés à cette mascarade. Moi je n'aimerais pas être à leur place. Cette opération séduction a lieu pour les producteurs à un moment crucial, juste avant l'été, période de barbecue et synonyme de grillade. La communauté de communes soutient les éleveurs. Quimper Communauté a apporté une subvention de 10 000 € pour la Pig Parade, justement pour soutenir cette partie de notre économie locale. Il y a eu en effet des mouvements de producteurs cette semaine devant les centrales d'achat. Et c'est vrai que de pouvoir communiquer aussi à travers la Pig Parade sur le métier, je pense que c'est une façon de soutenir les éleveurs dans leur métier. Opération visiblement couronnée de succès puisque le cochon grillé du samedi soir a réuni 1 millier de personnes autour des champs de marins. Et la Pig Parade, c'est jusqu'au 11 juin, place Saint-Corentin à Quimper. Agriculture toujours dans les Côtes-d'Armor maintenant avec les Terralies. Le salon de l'agriculture briochin innove cette année avec un concours de bière bretonne. Une première qui se tenait ce week-end et à laquelle ont participé 22 brasseries. Retour sur cette ambiance studieuse et mousseuse avec Anne Burlot. Ils ont la lourde responsabilité de noter des blondes, des rousses, des brunes ou des blanches. Je l'ai au nez et au bouche, hein. Ah ouais, clair. Juger leur corps, leur limpidité, leur pétillance et bien sûr leur amertume. Acide pour toi aussi? Yeah. Celle-ci, pour le moment, c'est numéro D13. Et là, il n'y a pas de mousse du tout. C'est très vide. L'aspect couleur est très correct. J'aime très bien. Et pétillant. C'est un bière correct, mais il a raté l'empêtage. Une bonne bière ressort par ses qualités gustatives, ses qualités visuelles aussi. Et une mauvaise bière peut se révéler parce que justement elle est plate ou elle ne se distingue pas des autres. 22 brasseries bretonnes ont accepté de participer au premier concours régional de bière bretonne. Quant à la trentaine de jurés, ils se sont aussi portés volontaires. J'ai reçu effectivement de nombreuses candidatures venant en plus de nombreux pays, Belgique, Pays-Bas, Irlande, même Québec, sachant qu'on a voulu donner une légitimité, une crédibilité au concours. Donc le jury se compose de professionnels, cavistes, restaurateurs, d'amateurs avertis et puis d'élus également. La bière fait de plus en plus d'adeptes. C'est même une filière en plein essor dans les 5 départements historiques bretons. Nous sommes passés en moins de 30 ans. Nous sommes passés de 0 à 69 brasseries, plus celles qui ont fermé, d'une douzaine. Donc c'est en pleine croissance. Si les Bretons achètent beaucoup de bières bretonnes, je pense que c'est également pour la qualité. Ça crée des emplois au pays. Et en plus, ce sont des circuits courts. En Bretagne, 250 emplois sont directement liés aux brasseries artisanales ou industrielles.
Et si l'on se fie aux résultats du concours, c'est dans le Morbihan et dans le Finistère qu'on brasse le mieux. Voilà, et pour compenser un petit peu tout ça, on passe à l'instant sport. Et on vous en parlait il y a 2 semaines sur le plateau de l'Instant T. Les concurrents du Free Andes Trophy ont franchi la ligne d'arrivée à Brest ce samedi. Venus de Paris en cyclotandem et en canoë, les binômes handicapés valides ont tous relevé ce défi pour changer le regard du handicap en entreprise. Camille Pochet était sur la ligne d'arrivée. Personnes handicapées et valides ont terminé leur Paris-Brest par équipe à vélo et en canoë. C'est la fin d'un trophée inter-entreprise qui promeut l'intégration des personnes handicapées au travail. À l'arrivée de la dernière étape, la bonne humeur règne. C'était incroyable, un moment incroyable, vraiment très chouette. C'était aussi très fatigant, on s'est beaucoup dépensé, on a donné le maximum. C'est un exploit pour tous, valides comme personnes en situation de handicap. On peut aller très loin si on est tous ensemble. Ah, ça prouve juste que tout le monde peut faire la même chose et qu'il n'y a pas de différence. Le Mont-Saint-Michel de Brasparts, juste incroyable les paysages, mais très difficile, épuisant. Oui. J'ai pas d'autre chose à ajouter. Effectivement, les deux premières étapes de ce matin étaient assez compliquées. Le manque de sommeil. Et le manque de sommeil tout le long de la course a été aussi problématique. Mais bon, on est arrivé à dormir. Ça fait 4 ans que Florence Beaune a mis en place le Free Andes Trophy et ça marche. Elle constate que le message passe au sein des entreprises. Indéniablement, ça passe. C'est à la fois les participants, quand ils rentrent et qu'ils racontent ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont découvert, pas simplement sur les autres, mais sur eux-mêmes. Donc oui, c'est doucement, mais sûrement, les choses évoluent. Plus d'équipes, plus de mobilisation, à la fois dans les entreprises et en même temps sur le terrain, parce qu'on a plus d'une centaine de managers qui sont venus rejoindre et soutenir leurs salariés en pédalant ou en faisant du canoë. Donc oui, grosse mobilisation. Au total, ils ont parcouru quelques 764 km par équipe. Au chronomètre, c'est l'équipe du groupe SNCF qui l'emporte, mais d'autres prix sont aussi distribués dans ce trophée. Le prix de la cohésion revient à 2 équipes de EDF et le prix de l'humour aux joyeux de la couronne du château de Versailles. Ludovic, c'était un week-end de cyclisme en Bretagne et ça démarrait dans le Morbihan avec le Grand Prix de Plumelec. C'est ça, et avec comme toujours une foule immense sur la ligne d'arrivée en haut de la côte de Cadouda, la Plumelec, une course notamment animée par l'incontournable Thomas Voeckler. C'est lui qu'on voit à l'image, mais c'est un coureur de l'équipe AG2R, Alexis Villermoz, qui s'est imposé devant le Breton Julien Simon. Pierrick Fédrigo de la formation Bretagne Séché Environnement termine 3e. Plumelec, on en reparlera dès cet été lors du Tour de France, le dimanche 12 juillet lors de la 9e étape avec un contre-la-montre par équipe de 28 km entre Vannes et Plumelec. Donc. Et puis dimanche, les coureurs ont mis le cap sur le Finistère et Châteaulin pour les fameuses boucles de l'Aulne. C'est ça, avec une course longue de 168 km qui a bien failli sourire à un Breton. C'est long, 168 Pour eux, voilà, c'est dans leur corde. Et donc, je le disais, un Breton qui a failli s'imposer. Seul à l'avant de la course, Johan Lebon s'est fait reprendre à 300 mètres de la ligne d'arrivée. Et c'est finalement le coureur de la formation Aubert 93, Allo Yakin, qui s'impose sur les hauteurs de Châteaulin, le champion d'Estonie, devant son coéquipier Steven Trôné. Laurent Pichon, le Finistérien de la FDJ, termine 3e, voilà, on voit le vainqueur Allo Yakin. La belle affaire de ce week-end de Coupe de France en Bretagne est à mettre à l'actif de Pierrick Fédrigo, 3e à Plumelec et 4e à Châteaulin, des places d'honneur qui lui permettent d'accentuer son avance en tête du classement de la Coupe de France. Et bien d'ailleurs, on va écouter le vainqueur Allo Yakin, suivi du Finistérien Laurent Pichon. C'est au micro de Camille Pochet. Dernier kilomètre, j'étais bien placé, je pense tout le temps pour attaquer, parce que pour les sprints, c'est pas pour moi, vraiment. Et j'ai attaqué 400 mètres en ligne et j'ai tout fait pour ça. Et personne qui a pris ma roue et j'ai gagné comme ça. C'est mon première victoire, c'est une bonne surprise. Le public m'a bien poussé, là, toute la bosse après l'arrivée. Donc voilà, j'ai tenté. Bon, après, Johan a pris le relais, j'ai cru qu'il allait gagner, j'ai contrôlé pour lui.
Et puis bon, malheureusement, il se fait revoir à 200 mètres, donc la victoire nous échappe pour la FDJ, mais je pense que malgré tout, on a fait une belle course. Puis j'espère que ça sera de bon augure pour la suite de la saison, en espérant avoir une belle surprise en juillet. Et la belle surprise dont il parle, c'est qu'il espère, Laurent Pichon, faire partie de la FDJ pour la sélection au Tour de France. Et on passe au hand, Ludovic, avec un match très très important pour l'équipe de France qui se jouera ce dimanche à l'Arena. Match exceptionnel même, dimanche 17h à la Brest Arena. L'équipe de France affronte la Slovénie en match aller de qualification au Mondial, les championnats du monde qui se dérouleront au Danemark en fin d'année, du 5 au 20 décembre. Mais avant cela, il faudra d'abord éliminer cette équipe de Slovénie. La France par favori dans cette double confrontation. Le match retour aura lieu en Slovénie le 13 juin. Et si vous voulez supporter les Bleus, dépêchez-vous, il ne reste plus beaucoup de place. On attend plus de 4000 spectateurs dimanche prochain à la Brest Arena. Et puis on part sur l'eau avec le départ de la solitaire du Figaro ce dimanche. Les 39 skippers se sont élancés ce dimanche de Pauillac en Gironde, direction l'Espagne et Sanxenxo en Galice. J'espère que je le prononce bien. Deux noms circulent comme étant les grands favoris de cette 46e édition. Et ce sont deux Bretons, Jérémy Bayou sur Maître Coq, triple vainqueur de l'épreuve et tenant du titre. Et puis Yann Eliès sur groupe Keguiner, le semi-espoir, lauréat. Quant à lui à 2 reprises, eh bien, ces deux skippers sont déjà dans le rythme puisqu'au dernier pointage, c'est Yann Eliès qui mène une flotte très groupée dans la traversée du golfe de Gascogne. Les premiers skippers sont attendus en Espagne dans la nuit à Sanxenxo, dans la nuit de mercredi à jeudi. Pardon. Il le maîtrise bien maintenant. Très bien. Un mot sur le parcours peut-être, Ludovic, de cette solitaire. On va découvrir le parcours de cette 46e édition, un parcours qui nous intéresse de près puisque la solitaire fera escale à Concarneau du 10 au 14 juin à l'issue de la deuxième étape entre la Galice et la Cornouaille. Dimanche 14 juin, départ en baie de Port-la-Forêt pour la plus longue étape jusqu'à Torquay en Angleterre, puis direction Dieppe dans le nord pour la dernière étape à l'issue de laquelle on connaîtra forcément le nom du vainqueur de cette solitaire du Figaro. Merci beaucoup Ludovic. Numéribule, c'est une application disponible sur vos tablettes depuis la semaine dernière, destinée aux enfants et à leurs parents aussi un peu. Cette appli permet de lire ou de raconter des histoires en breton et en français et en breton. Sylvie Brunas, c'est vous qui avez développé cette application en partant d'un simple constat. Beaucoup de classes bilingues en Bretagne, mais malheureusement, les parents non bretonnants ne peuvent pas toujours accompagner leurs enfants dans leur lecture en breton. Est-ce que c'était votre cas, Sylvie? C'est tout à fait de là qu'est né le concept Numéribule, effectivement, puisque je me suis posé la question, mes enfants étaient trop âgés quand les classes bilingues ont débarqué là où j'habitais, mais je me suis dit, mais comment font les parents pour comprendre, pour aider les enfants qui sont en apprentissage du breton? Je me suis dit, mais ça va être impossible en fait à faire. C'est quand même pas une langue qui est très facile, donc voilà, j'ai réfléchi à la question du coup. Donc les histoires sont en français? D'abord en français, c'est un livre tout ce qu'il y a de normal, version française. Ici sur la Bretagne, on a développé une version bretonne. Et pour être sûr en fait que l'enfant prononce correctement le breton, de la même façon qu'il l'apprend à l'école. La prononciation, voilà, la prononciation, on a mis au plus de la version bretonne écrite, on a mis une version audio. Alors il y a plusieurs auteurs qui travaillent avec vous. Qui sont-ils ces auteurs? Actuellement, on a à peu près 37 auteurs. Je dis à peu près puisqu'il y en a tout le temps qui arrivent. C'est assez impressionnant. Ce sont des gens comme vous, comme moi, voilà. On a quand même une majorité de profs, faut en reconnaître. Ça peut être une nounou, on voyait, enfin je dis une assistante maternelle. Il n'y a aucun critère dès l'instant que l'histoire colle au concept, parce que les histoires doivent impérativement se dérouler sur la Bretagne. Oui. Mais dès l'instant que l'histoire colle au concept, maintenant, voilà, c'est ouvert à tous les talents. Et les histoires sont écrites du coup en breton, en français, traduites? Voilà, comment ça se passe? C'est avant tout l'édition française. On fait une version bretonne puisqu'on est en Bretagne, mais voilà, l'histoire doit impérativement se passer ici. Par contre, ce sont des histoires régionales. Ça, c'était important. C'est vraiment dans votre ligne éditoriale, ça se passe ici. Un exemple peut-être avec une histoire. Un exemple, il y en a tellement, là je ne sais même plus, mais par exemple, Malo de Concarneau, à aucun moment l'histoire pourra se dérouler sur Strasbourg, c'est strictement impossible. C'est typiquement des histoires qui se passent chez nous. Alors pourtant avec des univers très différents, et ça c'est un peu grâce au dessin, parce que c'est un livre, bien sûr, il y a des écritures, mais il y a un super univers graphique. Et vous travaillez aussi avec autant de dessinateurs que d'auteurs? Non, surtout pas, puisque les illustrations, alors peut-être qu'un jour on pourra le faire dans ce sens-là aussi, mais les illustrations, c'est quelque chose qui coûte extrêmement cher pour un bouquin pour enfants. Donc je suis moi-même illustratrice, on
On a Marianne aussi qui travaille avec nous. Et on a un illustrateur aussi qui travaille sur Paris. Voilà. Et de temps en temps, on prend des stagiaires parce que pour varier un petit peu justement selon les histoires. Pour s'inspirer de nouvelles tendances aussi. Puis bon, voilà, les jeunes ont besoin de stages, donc pourquoi pas. Et alors, vous impliquez les enfants dans le graphisme. Expliquez-nous un petit peu. En fait, dès l'instant que les histoires se passent chez nous, enfin, quand je dis chez nous, c'est chez nous ou autour de chez nous, en fait, je me suis dit que certains enfants ont peut-être du mal à accrocher à la lecture. Et peut-être que si l'histoire se passait, comme c'est le cas, autour de chez eux, ils seraient peut-être plus motivés déjà dans une première partie pour lire l'histoire en elle-même. Et puis je me suis dit, mais dans l'édition classique, ça fait quand même 20 ans que je suis dans les métiers du livre et à aucun moment on a demandé aux enfants en fait, d'illustrer une histoire. Je me suis dit, bon, j'ai peut-être tenté le coup parce que franchement, il y a des chefs-d'œuvre. Hein. Enfin, donc là, on a travaillé la semaine dernière, notamment avec l'école d'Iwan de Pleu-d'Almézo. J'ai halluciné quand j'ai vu le résultat. Je me suis retrouvée avec plus de 100 dessins, donc du coup, là, il y a tout à compiler. Enfin, c'est un boulot de fou, mais quand je vois le résultat, ça m'a vraiment fait chaud au cœur parce que les enfants ont été au-delà de mes espérances, en fait, en matière de création. Et... Donc, leurs dessins vont être réellement... oui. Voilà, en fait, ça va servir d'illustration. Quand un bouquin est publié, une fois qu'on a les dessins des enfants, on rajoute, comme c'est du numérique, on fait autant de pages qu'on veut, on va rajouter systématiquement, à la fin de chaque bouquin, un chapitre. Je ne sais pas encore comment ça s'appelait, c'est dans les cartons. Mais un chapitre qui s'appellera, par exemple, les dessins de Pierre et de la Crevette vus par les enfants de Diwan Pleu-d'Almézo. Voilà. Comme ça permettra aux enfants aussi de se retrouver un peu les enfants sont vraiment acteurs de cette appli. Ouais. Vous ne comptez pas vous limiter à la langue bretonne, puisque Numéribule va se développer dans d'autres langues régionales. Donc le basque, le ch'ti, l'alsacien, le corse et le créole. Voilà. Dès le début, vous visiez le plan national, quoi. National, oui et non. D'abord, on prend nos marques ici sur le Finistère, Côte d'Armor, Morbihan. J'ai rajouté la Loire-Atlantique, l'Ille-et-Vilaine. Je compte 5 départements pour la Bretagne. Si le concept accroche ici, en fait, oui, effectivement, l'objectif, c'est d'aller dans les régions qui prônent, en fait, qui valorisent les langues régionales. Donc, on a fait un petit sondage autour de nous, puis c'est avéré que ces 5 autres régions-là avaient un tempérament assez ancré. Donc, ça peut marcher ça peut marcher aussi. Et voilà. Pour terminer, on va voir un petit peu les infos pratiques. Tous les mois, il y aura 8 nouveautés, c'est ça? Tous les mois, c'est systématique, 8 nouveautés par mois. On peut les par lire région. Par région. Ouais. Donc on peut les lire aussi hors connexion. On n'a pas besoin d'être connecté à Internet. Non. Par exemple, avant les départs en vacances, les enfants peuvent télécharger toute la bibliothèque Numéribule s'ils veulent, dans les campings ou ailleurs. Il n'y a pas forcément... les avoir en voiture. Les avoir en voiture, partout. Il n'y a pas forcément de connexion. Donc du coup, l'enfant peut déguster les histoires à volonté. Ça coûte combien? Alors en fait, c'est un système un peu différent de l'édition classique puisque Numéribule, c'est un abonnement en fait. On s'abonne comme Deezer, comme Spotify, c'est un pure player tout simplement. Pour 4,95 € par mois, en fait, on a accès à tout le catalogue, quel que soit son âge, quel que soit à terme sa région. Chose des mois d'avant et tout ça, on n'a pas que... voilà. Il y aura à terme, dans les 3 ans, il y aura 296 bouquins par région, donc multiplié par 5 régions. Donc il y a quand même assez... On ne va pas s'ennuyer. Non, il y a toutes les infos sont sur www.numéribule.com. Merci beaucoup Sylvie. Tout de suite, on passe au Focus Programme. Et ce mardi à 18h15 sur TBO, ne manquez pas La Mer à voir. Ce mois-ci, direction Douarnenez, et les réserves du Port-Musée. On y découvre les trésors du patrimoine maritime. Regardez. Kylian, en quoi consiste le travail de conservation? Alors, conserver, c'est donc mettre en place toutes les stratégies possibles pour pouvoir transmettre sur le long terme et au public ces objets qui reflètent la vie maritime, la vie du littoral au sens large, et parfois d'utiliser aussi des techniques très innovantes, de nouvelles technologies. Alors par exemple, quelles sont les nouvelles technologies qui s'invitent dans les réserves? Alors nous, ici à Douarnenez, nous avons parié sur le relevé scanner laser 3D pour pouvoir étudier ces objets complexes que sont les coques de navires et pouvoir les surveiller sur le long terme, pouvoir améliorer notre expertise en termes de conservation, de pouvoir réagir aussi si des dégradations s'observent grâce à ce type de technologie. Voilà, merci beaucoup à tous les 3 d'être venus sur le plateau de l'Instant T. Ce soir, nous on se retrouve demain, même heure, pour une nouvelle émission. Et d'ici là, passez une excellente soirée sur TBO. Ciao!